Good Morning Business, le grand entretien. 8h18, le grand entretien. Aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Stéphane Boujna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et président du directoire d'Euronext. Euronext qui va fêter ses 25 ans en 2025 dans un contexte mitigé quand même pour les bourses européennes. On a peu d'entrées en bourse, beaucoup de sorties. Alors c'est sur toutes les places pareil. Londres n'est pas mieux loti que la France. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que la bourse a changé, on ne l'utilise plus pour les mêmes choses. Elle ne donne pas autant envie qu'avant. Comment vous regardez en arrière? Non, d'abord, les choses sont très différentes sur le continent. À Londres, il y a un problème spécifique parce que Londres est devenu un marché action beaucoup plus petit qu'il ne l'a été. Juste pour rappeler les ordres de grandeur, le marché intégré européen d'Euronext, c'est 2 fois plus gros que le marché action de Londres. Donc aujourd'hui, chaque jour, on fait entre 10 et 12 milliards de volume en euros. Sur Euronext, c'est le double de ce qui se passe à Londres chaque jour. Et c'est pareil pour la capitalisation boursière agrégée. Donc la situation est assez différenciée. Et de manière relative, la performance du marché intégré d'Euronext est significativement meilleure que partout ailleurs en Europe. Le point commun, c'est qu'il y a plus de sorties que d'entrées quand même. Alors, il y a plus de sorties c'est pas les mêmes sociétés qui sortent et les mêmes sociétés qui rentrent. Il y a toujours eu nécessairement des volumes d'acquisition et autres. La nouveauté des 10 dernières années, c'est le private equity, c'est les fonds d'investissement. C'est-à-dire autrefois, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, quand une société était privée et qu'elle souhaitait lever beaucoup d'argent pour sa croissance, donner une perspective de liquidité, de sortie pour les gens qui avaient investi au départ, associer les dirigeants à la croissance et même les salariés à la performance de l'entreprise, il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'introduction en bourse. Maintenant, vous avez un monde du private equity qui est suffisamment puissant, large, diversifié, qui permet de résoudre un certain nombre des problèmes que je viens d'indiquer, sans aller nécessairement en bourse. On a une strate en plus. C'est-à-dire que le monde du private equity peut fournir beaucoup de capacités d'investissement, peut fournir de la liquidité pour les investisseurs initiaux, peut fournir de ce qu'on appelle des management packages, des solutions pour associer les salariés et les management au succès de l'entreprise, et qui permettent de créer des arrêts d'autobus en plus avant l'introduction en bourse. Il reste que le monde du private equity, il a un seul objet, c'est d'acheter une société pour la revendre, pour la transformer, mais pour la revendre. L'introduction en bourse, c'est non pas pour être revendu, ça peut arriver, mais c'est pour acheter les autres, pour consolider le secteur, pour transformer l'industrie. Et donc, de manière ultime, ça reste la liquidité de dernier ressort, et ça reste le lieu pour ceux qui veulent non pas se vendre, mais acheter les autres. Et donc, je pense que ce marché reste légitime, il est encore en croissance, en volume de capitalisation boursière. On a des très belles sociétés qui arrivent à résoudre leurs problèmes stratégiques sur les marchés. Donc je ne suis pas du tout inquiet, du tout, parce que c'est quand même la solution pour ceux qui veulent croître. On a des sorties symboliques quand même, Stéphane Boujna, comme celle de Vivendi, fleuron du CAC 40, qui part ce côté à Londres, à Amsterdam, pour ses différentes entités. On a des entreprises comme Total qui parlent de plus en plus d'aller ce côté ailleurs. Alors prenons ces 2 cas de manière spécifique pour ne pas amalgamer des choses très différentes. Vivendi a juste décidé, au lieu d'avoir un seul groupe coté, d'en avoir 4 ou 5. C'est-à-dire que c'est quand même des situations très, très différentes. Vous avez toujours Vivendi qui reste coté, qui d'ailleurs a fait une très belle performance boursière après la séparation des 4 sociétés de la semaine dernière, au début de cette semaine. Vous avez une société qui est cotée sur Euronext, qui est Havas, qui est cotée sur Euronext à Amsterdam, une société Louis Hachette qui est cotée sur Euronext à Paris, vous aviez Universal Music Group qui est cotée sur Euronext à Amsterdam également. Et Canal à Londres. Et vous avez Canal qui est allé à Londres. Bon, ils ont décidé de coter à l'extérieur d'Euronext, en l'occurrence à Londres, une de leurs sociétés. Très bien. Mais je veux dire, il ne faut pas considérer que ce fleuron a cessé de l'être. Vous avez des très bons actifs. Simplement, ils étaient autrefois dans un seul groupe. Ils sont désormais cotés de manière séparée. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose qui est un indicateur. C'est une question de stratégie industrielle, financière. Patrimoniale, financière, de gérer leur groupe. Qui n'a rien à voir avec la situation. Qu'ils ont délibéré avec leurs actionnaires, qui a été salué d'ailleurs par les actionnaires. La double cotation, c'est presque un autre sujet. C'est un sujet presque de « je suis mal valorisé à la Bourse de Paris, on ne me comprend pas, je
je suis maltraité, je vais aller... Voilà, la question de Total est encore une question différente. L'essentiel de la liquidité de l'action Total est à Paris. Le siège, les activités, etc. sont à travers le monde, mais avec un siège opérationnel à Paris. Et il se trouve que les comparables, comme on dit, les sociétés qui font le même métier que Total sur la planète, qui sont aux États-Unis, ont des valorisations supérieures. Il y a beaucoup de raisons qui sont liées à ça, mais l'une des raisons, parmi d'autres, c'est qu'aux États-Unis, les investisseurs aiment le pétrole. Mais ça, c'est un sujet quand même, le fait d'être mal valorisé en France. Oui, on avait Thomson hier, toute petite entreprise, qui dit moi aussi je vais me double coter au Nasdaq pour son cas. La performance des sociétés, il y a un fun fact qui est quand même très très important, la performance boursière des sociétés qui se sont cotées au Nasdaq et au New York Stock Exchange cette année est inférieure à la performance boursière des sociétés qui se sont cotées sur Euronext. Donc, bien sûr, dans l'ensemble, les multiples de valorisation... C'est pas le cas pour l'indice phare quand même. Bien sûr, mais dans l'indice phare, il ne faut pas comparer Relais Château et McDonald's. Ouais. C'est-à-dire que dans l'indice phare, et sans qu'on sache qui est Relais Château et qui est McDonald's d'ailleurs, dans l'indice phare, vous avez les 7 magnifiques. Ouais. Et donc, il faut comparer des choses qui sont comparables. Et 8 maintenant, une société qui est petite en Europe sera minuscule au Nasdaq. Donc, c'est pas parce que vous allez être coté à côté de Alphabet, de Apple et de Microsoft que vous allez bénéficier des multiples du voisin. Mais qu'est-ce que vous dites aux boîtes? Vous leur dites restez en Europe, on a un marché de capitaux suffisant. Je leur dis prenez les décisions qui vous paraissent patrimonialement les plus pertinentes. Nous avons un marché Euronext intégré européen maintenant qui est le plus liquide de tout le continent et qui offre des multiples après IPO qui sont plus élevés qu'aux États-Unis. Prenez vos décisions. Si vous pensez que parce que vous avez une grosse activité aux États-Unis, parce que vous pensez que les coûts de transaction sont inférieurs alors qu'ils sont supérieurs, faites vos expériences. Nous sommes là pour faciliter la vie des entreprises. Nous ne sommes pas là pour gérer. Parfois, ils s'en plaignent sur notamment le fait que quand on va se coter, on nous demande trop de choses en termes de déclaration, de suivi administratif. Mais la réalité, c'est que la bureaucratie des marchés, puisque vous parlez de ce point-là, est très largement supérieure aux États-Unis à ce qu'elle est en Europe. Vous savez, c'est comme quand les gens franchissent les frontières. Quand vous allez à JFK, vous faites la queue pendant 1 heure, personne ne se plaint. Et puis quand les gens rentrent 3 jours après à Roissy, il y a un peu de confusion de 10 minutes à la queue, et là tout le monde hurle. La réalité, c'est qu'il faut comparer les choses comparables. Les régulateurs, les superviseurs et la réglementation en Europe est beaucoup plus légère en termes de cotation et d'introduction en bourse qu'elle ne l'est aux US. Les coûts juridiques impliqués, induits par le fait d'être coté aux États-Unis, les coûts d'avocats sont beaucoup plus faibles en Europe. Les coûts financiers d'une introduction en bourse sont beaucoup plus faibles en Europe, parce que vous payez aux banques pour qu'elles fassent votre introduction en bourse, sont beaucoup plus faibles en Europe qu'aux États-Unis. Mais ça, personne n'en parle, parce que en général, ce sont des coûts qui, à l'échelle de la valorisation supérieure de l'entreprise, sont absorbables. Si vous n'avez pas ce bénéfice de valorisation, si vous étiez petit en Europe et donc que vous êtes minuscule aux US, donc il faut regarder les choses de manière très concrète, et si les gens veulent faire leurs expériences, très bien. Et peut-être que pour certaines entreprises qui ont une grosse visibilité aux États-Unis, cela fait du sens. Mais il ne faut pas avoir une vision simplificatrice qui consisterait à dire en Europe, il n'y a pas de marché action, aux US, tout est rose. Non. En Europe, il y a un marché action qui est profond, qui est intégré, qui est dynamique, avec une très grande dynamisme des sociétés de technologie en particulier, qui performent bien après les IPO, sur lesquels on modernise beaucoup la réglementation et la supervision avec l'aide de nos superviseurs. Et puis aux États-Unis, il y a un autre marché qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus intégré, beaucoup plus profond et qui convient à d'autres sociétés. Stéphane Boujnah, on a aussi un opérateur des marchés ici en Europe qui a beaucoup cru ces 25 dernières années. Euronext fête ses 25 ans l'année prochaine. Vous avez cru après le rachat des bourses de Dublin, de Borsa Italiana en 2021 encore, tant et si bien que la valorisation, la capitalisation d'Euronext aujourd'hui pourrait vous faire rentrer au CAC 40 en fait, à terme. Est-ce que c'est l'un de vos objectifs, côté Euronext sur le CAC 40 ? L'objectif, c'est la croissance, la performance et la pertinence du groupe. C'est de régler les problèmes des clients de manière plus performante et plus innovante que nos concurrents et que d'autres marchés sur la planète. Ça vous apporterait de la visibilité, des capitaux pour grossir et encore mieux servir bien sûr, vos clients. Donc l'indice phare de la place de Paris, il est très important. Il est administré par Euronext
d'Euronext, mais surtout par un comité scientifique. Le moment venu, en fonction de la liquidité et du flottant d'Euronext par rapport aux autres sociétés cotées sur un marché de référence à Paris, ils décideront si on est dans les bons niveaux de liquidité et de flottant. Donc c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est vraiment dans un monde très compétitif, dans un monde post-Trump qui va devenir extrêmement féroce, extrêmement brutal, extrêmement désinhibé du point de vue des États-Unis, dans lesquels nous allons nous trouver dans un certain nombre de situations où on va être en concurrence avec des acteurs américains qui vont courir avec des Nike et des Adidas, la course que nous allons courir nous avec des Moon Boots ou des Havaianas. Il va bien falloir changer de méthode pour aller plus vite. Et ça, c'est la manière dont on peut pouvoir accélérer la gestion. Elle est beaucoup plus importante que de savoir ou pas si on va rentrer. Vous pensez qu'on va faire l'union des marchés de capitaux, oui. parce qu'on n'a pas de gouvernement en France, pas de gouvernement en Allemagne. C'est ça, en fait, pour passer des Havaianas au Nike, c'est ça qu'il nous faut, c'est l'union des marchés de capitaux. Oui. Jacques Delors, quand il faisait le grand marché, avait coutume d'utiliser cette formule. Il disait, nous demandons respectueusement à ceux qui pensent que c'est pas possible de ne pas empêcher ceux qui essayent. Mais on n'en est pas essayé encore, pour l'instant. Je ne crois pas que c'est le cas. Je veux dire, les choses sont en train de bouger. Il y a une vraie volonté politique de faire les choses différemment. Madame von der Leyen travaille sur un omnibus act de simplification qui va être proposé par la Commission en février. Et donc, il y a une prise de conscience qu'il faut faire une diète du reporting et qu'il faut commencer maintenant, pas comme la vraie diète où on commence demain, et une simplification, une ambition de simplification qui, je crois, est réelle. Maintenant, après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Nous, on a décidé, pour aller plus vite, de ne pas attendre que ça vienne du haut et de faire par le bas, avec les banques, avec les cabinets d'avocats, avec les autres acteurs du marché, un prospectus unique de cotation dans les 7 marchés d'Euronext que nous avons proposé au marché et à nos superviseurs. On pense qu'il faut de plus en plus d'outils qui viennent du bas pour que ceux qui veulent intégrer les marchés européens le fassent ensemble sans attendre que ça vienne du haut. Vous restez optimiste, on en a besoin. Gens comme vous, là, on en a besoin. Mais vous savez, pour les acteurs américains, l'Europe, c'est souvent une division qu'ils appellent Europe, Middle East and Africa. Mais pour nous, c'est home, pour nous, c'est la maison. On est ici et c'est à nous, on a l'âge, la santé, l'énergie qui fait pour résoudre les problèmes et on ne se lève pas pour déprimer. 25 ans, c'est le bel âge. Oui, et bien lisez ce livre Euronext, une success story européenne qui raconte 25 ans d'Euronext. Merci d'être venu ce matin, Stéphane Boujnah, dans un